Est-ce que, pour donner la parole maintenant un peu à la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ont participé à la marche, soit localement, soit qui sont montés sur Paris? Alors, il y a un micro qui marche. Non, pour aller dans le même sens que ce que tu viens de dire, il me semble qu'effectivement que pour les immigrés à l'époque, il fallait absolument être dans une association pour pouvoir s'exprimer. Par ailleurs, dans ces mêmes associations, on avait une hiérarchie, hein, c'est-à-dire qu'il y avait les responsables et les salariés qui étaient franco-français, entre guillemets, et tout ce qui était immigré, on était avant tout bénévole ou animateur, etc. On dépendait quand même encore sous un régime un peu hiérarchisé, un peu post-colonial. Je trouve que c'était flagrant dans ces années-là. Donc moi, ce que je dirais juste par rapport à la marche, je crois que ce que ça a permis, c'est de légitimer, de se légitimer, voilà, de pouvoir s'exprimer. Voilà. Oui, monsieur. Oui, la marche de Montpellier, à mon avis, ça a été beaucoup plus une marche de solidarité avec ce qui se Est-ce que vous pouvez, avant d'intervenir, vous présenter? Voilà, je m'appelle Rachid Sbahi. Voilà, à l'époque, j'étais musicien, éducateur. Voilà, j'étais jeune étudiant. Et je pense que le comité de collectif qui a organisé la marche ici à Montpellier, qui se trouvait surtout à 3 avenue de l'Odève, autour d'une organisation qui s'appelle la STEM. Voilà, donc malheureusement, on n'avait pas eu Daniel Rocheblav qui était là, Oshkir qui n'a pas pu venir aujourd'hui pour témoigner. Mais il y avait quand même autour de ça, il y avait un consensus quand même associatif, parce qu'il y avait beaucoup de le MRAP, SOS, bon, la Ligue, le MRAP, la Ligue et voilà, la CIMAD et les associations de quartier. Mais il y a un élément aussi important qu'il ne faut pas oublier par rapport à la marche de Montpellier, c'est qu'il y a eu quand même un décès une semaine ou 10 jours avant à Figueroa, à Montpellier. Donc, il a fait que ça a été précipité, que la CIMAD s'est impliquée davantage pour accompagner, pour amener effectivement un groupe de personnes à participer à Paris. Par Jean-Paul Munez, qui devait venir aujourd'hui, il n'est pas venu malheureusement. Il va venir au deuxième débat. Il va venir soit cet après-midi, il est prévu dans le débat. Voilà, donc voilà, simplement des quelques petites notes. La participation a été beaucoup plus pour soutenir ce qui se passait à l'extérieur. Ici, la problématique a été beaucoup plus la régularisation de sans-papiers, parce qu'il y avait beaucoup, à mon avis, à l'époque, vous me contredisez, beaucoup de travailleurs de saisonniers, surtout dans la région de Lunel, Béziers, Sète, etc. L'immigration familiale a été très récente, donc il n'y avait pas énormément de jeunes de notre âge, mais il y avait quand même une solidarité, à mon avis, qui était très importante, qui s'est développée à ce moment-là, autour de ce collectif associatif, autour de la musique. Quand vous parlez, des sans-papiers, est-ce que vous parlez des sans-papiers avant ou après la période de régularisation de 80-82? La lutte des sans-papiers a commencé avec la loi Stoller-Hubbard, qui était avant 81. Si je me rappelle bien, Jamila, hein, vous me contredisez. Voilà, c'était avant. C'est-à-dire 81, ça a été effectivement l'aboutissement de toute cette lutte qui a été faite autour de la lutte contre pour la régularisation des sans-papiers et surtout les saisonniers ici, parce que là, le travail agricole a été très important. Et puis après, 82 est arrivé, le 80 est arrivé avec l'arrivée de Mitterrand, 82, la création de quelques associations immigrées, la TIMR, d'autres associations qui étaient créées à ce moment-là pour pratiquer effectivement, pour appliquer cette loi. 83, le début de Radio Nassim, comme radio à l'élan des radios libres, comme Radio Beurre, s'inspirant de Gazelle et Beurre à Paris. Et voilà, donc la marche pour l'égalité a été pour nous un soutien de ce mouvement. Bon, moi, j'étais un petit élément, mais il y avait beaucoup plus de grandes personnes qui étaient là, qui défendaient, qui participaient. Je pense que ça a été, pour moi, jeune à l'époque, un bol d'air extraordinaire de dire on peut enfin s'exprimer. Moi, je ne suis pas né ici en plus. Moi, je suis venu comme jeune étudiant. Je suis une confiture, pas un beurre, je disais. Voilà, donc non, mais à l'époque, c'était le beurre. Moi, je disais, on était confiture, quoi. Donc, pour dire, effectivement, on était venu pour faire des études, on est resté ici, quoi. Donc, il y avait ces questions qui se posaient de l'identité, qu'est-ce qu'on transmet, comment ça se passe, l'égalité des droits, l'associative, l'interculturel, existait à partir de... Et la marche que vous avez faite, bien sûr, ça a été le bol d'air, ça a été l'espoir. Je posais la question sur des sans-papiers de manière assez précise, parce que
il y a effectivement eu, avec la régularisation exceptionnelle de 80-82, il y a eu 130 000 régularisés. Mais il y a un certain nombre de gens qui sont restés sur le carreau, notamment les marchands ambulants sénégalais. Ça, c'était pour la période 82. Alors, un des phénomènes, puisqu'on parle aussi histoire, qu'on parle de 1983, il y a la campagne municipale du printemps 83 qui a été menée sur des thèmes racistes et sécuritaires extravagants. Et l'attitude du gouvernement socialiste de l'époque a été très étrange. Finalement, ils se sont décidés un peu au dernier moment à soutenir la marche de manière assez massive et consistante et ouverte. Mais il faut savoir que pendant la campagne électorale, par exemple, ils avaient sorti une petite brochure qui s'appelait Vivre ensemble, qui est une petite brochure avec quelques chiffres sur l'apport de l'immigration. Eh bien, c'était sorti à plusieurs dizaines de milliers. Et c'est resté dans les, dans les tiroirs. Parce que pendant la campagne électorale, il ne fallait pas mettre de l'huile sur le feu. Donc il ne fallait pas dire la vérité, grosso modo. Et la vérité, c'est que la politique d'expulsion a repris en 83. Après avoir baissé en 80-82. En 83, les chiffres ont bondi. Et d'ailleurs, les socialistes avaient introduit un nouveau truc qui était l'article 26, les expulsions en urgence absolue. Et les chiffres, là, ils ont bondi. Et quand Pasqua et compagnie sont venus au pouvoir, ils se sont servis. Oh là là, c'est génial, il y a l'article 26, on va expulser. Comment? Non, Gaston Defferre, lui, il assumait. Mais après, je ne vous dis pas quand Pasqua, en 86, est revenu. Donc, voilà, c'était un élément. La question des sans-papiers était présente dans l'environnement. La question de l'expulsion du droit à vivre en France était présente. Mais la marche en a peu parlé, finalement. Rachid, Rachid, ouais. Ouais, non, mais... Oui, mais comme c'est enregistré pour les caméras et tout. Un petit détail simplement par rapport à cette histoire de sans-papier. Effectivement, il y a une période de régularisation. Il y avait des régularisations à la STM, qui était à la salle, à la Gerbe. Il y avait beaucoup de choses. Mais le temps de la régularisation était limité. Les associations qui travaillaient à l'époque ne pouvaient pas couvrir toute la région, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui restaient à côté de la marche parce qu'on n'arrivait pas du tout à les joindre. Et 6 mois après, il y a eu effectivement la touche à l'époque et Marie-Ange Cabasso qui se sont rendus compte qu'il y a eu beaucoup de personnes qui n'étaient même pas au courant qu'il y a eu une régularisation. Et il y a eu, bien sûr, puisque le bateau était juste à côté, donc il y a eu beaucoup d'expulsions. Jusqu'à quelle heure? Merci. Moi, j'ai une question. Donc, Mohamed Meshmach du collectif Assez le Feu. J'ai une question qui, sur la marche, parce que j'entendais lors d'un petit documentaire, et puis on le voit un petit peu aussi sur Douce France, c'est le fait qu'on disait que grâce à cette marche, finalement, beaucoup de marcheurs ont découvert que la France n'était pas raciste. Enfin, certains marcheurs l'ont dit. Ils disaient que voilà. Et ce qui juste m'interpelle, parce que du coup ça faisait écho, parce que tout à l'heure, c'est Hassan qui s'appelle Aziz, disait que du côté de Dales, il fallait courber, fallait être transparent. Et, enfin voilà. Moi j'ai juste envie de dire qu'il faut qu'on sorte un petit peu de ce volet-là en disant que nos parents, ils rasaient les murs alors qu'en réalité ils se battaient et que c'était pas des gens... Nos parents ne rasaient pas les murs finalement, ils avaient mené des combats aussi. Et j'ai juste envie de vous emmener plutôt sur ce qui s'est passé à Talbot, Poissy, où après la marche de 83, finalement ça a réuni 100 000 personnes. Et ce qui s'est passé à Talbot, Poissy, malheureusement, ça n'a pas pris. Et c'est même des syndicats qui étaient en train de censés défendre des ouvriers, qui se sont plutôt retournés contre les ouvriers immigrés, qui étaient en train de défendre leurs droits, quoi. Je veux dire, donc là aussi, encore une fois, est-ce qu'on n'a pas eu simplement l'impression, par l'acte qu'il y a eu derrière sur Talbot-Poissy, qu'il y a eu finalement une forme d'hypocrisie sur cette histoire de racisme. Je veux dire, parce que c'était bien, sur le documentaire que je vois, c'est Ahmed Boubacar qui disait on avait le droit pendant la marche à ce que c'était
ces marcheurs, ils faisaient un peu l'actualité là, mais il n'était pas bon d'être quand il fallait aller défendre les ouvriers maghrébins, quoi. Donc je voulais insister là-dessus parce que du coup, c'est important aussi, quoi. Je veux dire, parce que ces travailleurs immigrés, sur l'affaire de Talbot-Poissy, ça avait aussi quand même, je veux dire, soulevé l'actualité, quoi. Oui, mais attends, je suis assez à l'aise avec ça parce que je crois qu'à l'époque, j'étais déjà très investi dans la FASTI et dans les collectifs au niveau de la ville, de la région lyonnaise. Je crois qu'on se trompe. Il y a deux lectures différentes, il y a deux temps différents. Les crimes racistes n'ont pas cessé à cause de la marche. Le racisme n'a pas cessé à cause de la marche. Le racisme était là, et autour de nous. Mais il est toujours là. Les luttes de nos anciens, de nos aînés, parce qu'à l'époque j'avais 25 ans, mais il y en avait qui avaient combattu avant moi. Moi je me souviens des premières grèves de la faim dans les années 80-81 en région lyonnaise. Je me souviens avec la FASTI et la STI de Vienne, tout ce qu'il a fallu avaler, les discriminations au commissariat de police, ce qu'on appelait moi les tapisseries, ils nous tapissaient tous les 1, 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Ça n'a jamais cessé. Ce que je vais essayer de faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand vous parlez, faut pas dire les marcheurs, faut dire la marche dans son symbole. Elle a dit, et Toumi le premier, adressez-vous à Toumi, et certains marcheurs l'ont dit aussi à l'époque, et que la France... On a découvert une France différente, la France des champs, la France des villes. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça. Effectivement, on a rencontré plein de gens qui étaient fraternels. C'est la vérité. C'est la vérité vécue. Mais ce qu'a provoqué la marche, c'est une ouverture dans l'espace public. Et ça, le livre d'Abdelali le démontre. Et on montre bien qu'il y a comme ça une éclaircie dans le paysage politique français. Parce que la France en elle-même... Dans le sud de la France, il y avait des propos racistes plus que racistes. Il y avait de la violence en arrivant, les chevaliers de Roubaix, etc. Entre Lille et Paris, on a été menacés, on a failli être agressés. Bouzide, le soir même, il se fait contrôler au faciès dans le métro parisien. Le racisme, la discrimination, la stigmatisation n'a jamais cessé. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et tu es bien placé pour ça, pour le savoir, c'est qu'à un moment donné, un événement dépasse ses auteurs. C'est pas nous, en tant que marcheurs, individuellement ou collectivement, nous avons fait une ouverture qui a mis en face, qui a dit, voilà, on est là, on est français, on fait partie de cette communauté nationale, et donc il y a plein de gens qui ont découvert qu'il y avait des gens à côté d'eux. Mais le racisme ne s'est jamais arrêté. Oui, mais... Ils y sont allés, certains marcheurs. Mais je n'ai pas parlé des marcheurs. Ah. Je parle de l'ensemble des personnes et des ça a hommes été politiques. dans l'anonymat total. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ensuite, c'est pire ensuite. Voilà, ce que j'ai pas dit que le racisme n'a pas, au contraire. C'était plutôt de dire comment se fait-il qu'un événement, juste après ce qu'on a connu avec 100 000 personnes, n'a pas pu rassembler lors d'une grève à Talbot, sur des combats de droit et d'égalité, n'a pas pu fédérer autant. Je veux dire, c'est là où je parle de... Nous, on était 300 en avril 2004 pour la mort de Barbed. On n'était que 300, la marche n'a... Effectivement, oui. Arrête, tu fais circuler un peu le micro, il y a Kaïssa qui voulait intervenir, et puis Marie-Laure, et on prendra d'autres questions aussi dans la salle. En sachant que là, on me fait des signes, là il est moins 20, on a encore 10 minutes, si j'ai bien compris. Moi, je voudrais réagir. Je voudrais juste dire 2 mots par rapport à ce que tu viens de dire, Mohamed. C'est vrai que tu as raison de souligner l'euphorie du 3 décembre et puis un mois après, les ouvriers qu'on vide à coups de boulon de l'usine. Mais d'un autre côté, moi j'ai envie de te répondre que d'une certaine manière, nous aussi, il faut qu'on réfléchisse parce que depuis des années, en fait, on s'adresse qu'au pouvoir public pour changer notre condition. On ne s'adresse jamais aux forces économiques et aux forces financières de la société française. C'est pas pour dédouaner le gouvernement. C'est tout simplement pour dire que dans l'affaire Talbot, il n'y avait pas simplement l'État, mais il y avait les forces économiques et financières. Et que souvent dans nos actions, dans la remise en cause de notre condition, dans la remise en cause du chômage, on oublie quand même un responsable essentiel qui sont ces forces économiques et ces forces financières. Deuxième point, et je vais faire très vite, tu as raison de souligner la contradiction du pouvoir politique
qui est capable de recevoir les marcheurs à l'Élysée parce que ça ne lui coûte pas un centime et que la carte de 10 ans était déjà prête, et le fait que c'est sa propre contradiction, alors que dans les tiroirs, la rigueur était appliquée et la destruction de l'appareil industriel et la robotisation, la modernisation se faisaient dans le même temps. À nous d'être capables, en fait, d'articuler cette politique autour, on nous reçoit à l'Élysée, mais d'un autre côté, en fait, on mène une politique économique qui, de fait, nous remet dans la marginalité, dans l'exclusion et dans la relégation. Abdelali et Marie-Laure. Oui, pour compléter sur pourquoi il n'y a pas eu de mobilisation pour Talbot et Poissy. Il y en a une, elle a été minoritaire et les acteurs qui sont ici, ils y ont participé. Mais il me semble qu'il y a un élément important, c'est la manière dont le gouvernement socialiste percevait les travailleurs immigrés et leurs enfants. Il les percevait de manière différenciée, et il y a eu à ce moment-là la construction d'une opposition entre le bombeur, en disant que la marche c'est la marche de l'intégration, sous-entendu avec une forme d'assimilation, et les travailleurs immigrés qui sont taxés de musulmans, intégristes, chiites, etc. Et le lâchage du gouvernement des travailleurs immigrés, il correspond, comme le disait Kaïssa, au tournant de la rigueur. Ça signifie qu'il y a un accord entre le gouvernement, PSA, et certains syndicats pour dresser une liste de qui doit être licencié. Et dans la liste, on a d'abord ceux qui sont arrivés le plus récemment en France. Ensuite, il y a toute une série de critères qui ont été établis. Donc, à un moment donné, c'est ce qui a fait que le gouvernement a disqualifié en disant que c'était pas des grèves qui relevaient du conflit du travail, c'était des grèves religieuses. Et donc, c'est le point de départ pour ce qui concerne la période postérieure à la guerre d'Algérie, de la construction d'un problème musulman. Finalement, l'enjeu, c'est pas ça. C'est pas la question de l'égalité des droits. C'est pas la question de lutter contre le licenciement. La question, c'est une question religieuse. C'est une question d'assimilation religieuse. Et cette alliance qui s'est faite, elle s'est faite avec certains syndicats, mais ceux qui ont jeté les boulons, etc., c'était des syndicats soutenus par le patronat. C'était, je sais plus, la CSL, c'est le CSL qui était vraiment... Il y avait des tensions à l'intérieur de la CFDT, mais il y avait aussi des soutiens de la CFDT. Du côté de la CGT, c'est la même chose. Donc on ne peut pas dire que tous les syndicats étaient contre... non, on ne peut pas dire ça. Donc c'est pour ça que je dis que le syndicat en question, c'était un syndicat de travailleurs, mais qui était lié au patronat, et qui défendait de fait la CSL, quoi. Je suis désolée, mais moi j'y étais à Talbot avec d'autres copains, avec Tarek qui était là et d'autres. Le rôle, d'ailleurs, il faudrait il y a un historien, d'ailleurs Vincent Gay, qui se penche sur cette question. Le rôle de la CGT à Talbot à ce moment-là, parce que les communistes étaient encore au pouvoir, si mes souvenirs sont exacts, ont été extrêmement discutables. Il y a eu des militants de la CFDT, effectivement, qui ont soutenu les grévistes, mais il y avait toute une série de la maîtrise blanche, hein, parce que moi je me souviens très bien qu'il y avait des grévistes qui leur disaient, et nous on leur disait, le collectif jeune, aujourd'hui c'est notre tour, mais demain ce sera vous les cravates blanches, ok, les cravatés. Donc il y a eu une alliance objective quand même d'un certain nombre de syndicalistes qui avaient des relais politiques dans le pouvoir politique, pour laisser tomber, d'ailleurs, ça n'y a pas été qu'à Talbot, ça a été ailleurs, ça a été... Et puis je termine en disant une chose, c'est que quand on a participé à la manif avec les Talbot, on remettait en cause le gouvernement. Or, la marche, elle n'arrive pas le 3 décembre en disant « abat le gouvernement socialiste ». Donc la perception des socialistes et du pouvoir, ça n'est pas la même chose pour la marche et notre opposition au licenciement de milliers de travailleurs de chez Talbot. Alors, juste un truc, parce qu'on connaît les déclarations de Pierre Mauroy par rapport aux intégristes à Talbot. Je voudrais vous dire que lorsque la marche est arrivée à Lille, eh bien Pierre Mauroy n'a pas reçu les marcheurs à Lille.